La fixité, la vérité, les attitudes appartiennent aux morts. La souplesse, la mobilité, le questionnement permanent aux vivants. Tout est dit là. Je voulais devenir officier de marine. J'avais ça dans la tête depuis gamin et je m'étais préparé à faire un concours pour entrer dans une école en France. Et à un moment, l'école a été réservée uniquement aux citoyens français. Donc, j'avais, je crois, 18 ans à peu près. J'ai donc dû changer d'orientation. J'étais pas très scolaire. J'avais abandonné l'étude de l'allemand dans mes études secondaires pour pousser les mathématiques, parce que l'examen de l'entrée à l'école navale était plus basé sur les mathématiques. Donc j'ai dû choisir un métier, disons, une formation. Je faisais de la photo, mon père en faisait, donc je crois que j'ai eu mon premier appareil à 8 ou 10 ans. Et voilà comment, au fond, j'ai décidé de faire le concours d'entrée à l'école de photo de Vevey. Et j'ai été admis à cette école. C'était un métier, au fond, j'apprends un métier, mais comme cordonnier ou menuisier ou coiffeur, hein, il n'y avait pas du tout de... on avait pendant 3 ans 1 heure d'histoire de l'art tous les 15 jours, je crois. Et ça s'est toujours passé sur l'art égyptien. Jamais on parlait de l'histoire de la photographie. Alors que dans les années 50, il y avait quand même un passé photographique, il y avait quand même une histoire. Hein. Les Américains, donc le livre de Robert Frank sur les États-Unis, pour moi ça a été effectivement extrêmement important, mais pas que pour moi. Je pense que pour la photographie, c'est quand même un marqueur. En, je sais pas, 80 photographies à peu près, Robert Frank a fait le portrait d'une Amérique des années 50, de la fin des années 50, d'une façon formidable. C'est plus de la photo de presse, c'est pas de la photo documentaire, c'est une photo où sa subjectivité apparaît dans chaque image. Et disons, moi, c'est ce qui m'a réconcilié avec la photographie. Donc pendant 3 ans, étudié à Vevey, et en 58, je suis en fin 58, je crois en novembre 58, je suis sorti avec mon diplôme de l'école de Vevey. J'ai travaillé un peu ici, j'ai fait quelques mariages. Ensuite, j'ai été engagé chez Kodak, qui installait ses laboratoires à Renan pour développer le Kodachrome. Mais enfin, ça m'intéressait au fond pas beaucoup. Comme l'école de Vevey, ça m'a pas non plus passionné. Hein. Ce qui m'intéressait davantage, peut-être, c'était quand même l'état du monde, la politique. C'était le moment de la guerre du Vietnam, de la guerre d'Algérie. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de Français qui refusaient de faire leur service militaire, donc qui venaient en Suisse pour échapper à la conscription militaire. C'était en fait des réfugiés politiques. Ils animaient beaucoup la vie de bistrot et la vie sociale des adolescents. Et en fait, le virus un peu de la politique m'est venu par là. Et alors, à un moment, je me suis dit, mais j'ai au fond un métier de communication, la photographie, et j'ai des idéaux politiques. Pourquoi pas les faire matcher les uns avec les autres. Et alors Cuba m'est apparu comme étant une destination rêvée. Pour moi, j'allais pas
aller en Algérie, la guerre n'était pas encore finie, ni au Vietnam. Et puis Cuba, j'étais un peu familiarisé parce que mon père fumait des cigares, donc depuis tout gamin, je jouais avec ces boîtes de cigares vides où il y a des illustrations de Cuba un peu mythifiées, les palmiers, les lions et tout ça. Et puis comme j'ai continué à fumer le cigare depuis, les boîtes se sont multipliées et maintenant, effectivement, elles sont remplies d'épreuves de photos, oui. Je m'étais donné une année, je pensais rester une année à Cuba, photographier et revenir à Lausanne où la Guilde du Livre publiait des livres photos. Et sans leur en parler à eux, mais dans ma tête, je m'étais dit, dans une année, je reviens et je leur propose des photos pour faire un livre. Et en fait, après une année passée à Cuba, j'avais trouvé du travail au ministère de la Culture. Et je m'y sentais bien et je me suis dit, si je reste une année supplémentaire, j'aurai davantage de matériel pour mon livre, ça sera d'autant mieux. Et au bout de 2 ans, même chose, je me suis dit, pourquoi est-ce que je rentrerai à Lausanne, je suis bien ici, je continue. Et voilà pourquoi, en fait, je suis rentré qu'en 69, avec un projet de livre que j'ai publié chez Lutz à Zurich. Je suis resté 80 années. Je suis revenu en 69, je publie ce livre, Le visage de la Révolution, qui est un livre sur les images de Fidel Castro à Cuba. Et accessoirement, je connais Charles-Henri Favreau, qui est éditeur chez Rencontre, c'est une maison d'édition, qui publie des atlas de voyage, consacré à des pays, alors là je publie quelques photos. Et puis il y avait une revue aussi qui s'appelle Constellation, qui est une copie du Reader's Digest américain. Et là il me publie aussi une série d'une quinzaine de pages sur mon projet de livre, sur l'image de Castro. C'est là que j'ai connu donc Favreau. Depuis 71, en fait, j'étais correspondant itinérant de Prensa Latina, qui est l'agence de presse cubaine, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Donc j'arrive en Suisse et j'ai un matériel quand même important. Je peux pas vous dire là le nombre de films, mais enfin, c'est plusieurs centaines sur Cuba et l'Amérique latine. Et alors, évidemment, j'ai l'envie d'en faire un livre et d'en faire une exposition. Et à ce moment-là, le musée de l'Élysée n'existait pas et la photo était montrée au musée des Arts décoratifs à Villamont. Alors j'ai été voir Madame Lipouner, qui était la directrice, conservatrice. Elle a été tout à fait d'accord de faire ce projet. Et la première exposition au fond, que j'ai faite en Suisse en rentrant, c'est cette exposition Quand il n'y a plus d'Eldorado. Vous voyez peut-être l'affiche derrière moi là. Et en même temps, j'ai eu l'idée d'en faire un livre. J'ai toujours pensé qu'une exposition, un livre, c'était au fond deux choses complémentaires. Et alors, mais le livre, c'était un peu plus compliqué. Il fallait trouver un financement, mais enfin, ça s'est fait. Et puis, j'ai eu l'idée aussi d'en faire un film, parce qu'à Cuba, j'ai connu Chris Marker et Agnès Varda, qui avait fait des films au bon titre, donc c'est des photographies filmées au bon titre. Et le film de Chris Marker, La Jetée, m'avait vraiment beaucoup impressionné. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire un projet sur Quand il n'y a plus d'Eldorado en film, ce qui s'est fait aussi après l'exposition en premier, le livre après et le film, avec Claude Champion, qui est réalisateur, et Jacques Pillet, journaliste.
ce travail sur Coca-Che, ce que je voulais montrer, c'était c'est une chose quand même assez contradictoire. En Amérique latine, dans les années 70, il y avait ces deux images très contradictoires, parce que le Che, c'est l'icône révolutionnaire de l'homme qui voulait changer la société et créer l'homme nouveau. Et Coca-Cola, c'est vraiment le symbole de l'American Way of Life et la boisson sucrée et pétillante pour 20 centimes. Et ces deux images étaient totalement contradictoires, mais elles cohabitaient dans ce paysage latino-américain, et ça m'a paru quand même quelque chose d'assez intéressant. L'image de Che était interdite en Bolivie après son assassinat. Alors effectivement, quand il y avait des flics ou des soldats qui s'approchaient, où ils déchiraient le truc, ou même ils l'avalaient. C'est du papier. Et il n'y avait pas de preuve de délit. On peut en dire quelques mots? Je peux dire des tas de choses là-dessus. Mais je ne sais pas si je vais tout vous dire, parce que ça c'est typique de la photo de rue. Vous vous promenez dans la rue, c'était à Bogota, et vous faites des photos. Moi, je voulais photographier sur Cuba Si Yankees No, qui est une consigne, donc Cuba oui, Yankees No, qu'on trouvait pas mal en Amérique latine, sur les murs des villes. Et je m'étais positionné là pour photographier ce truc. Et tout d'un coup, ce garçon est apparu avec un geste quand même plutôt menaçant. Alors vous savez jamais au fond quand même si c'est sérieux ou s'il joue. Des fois vous faites quand même jeter des pierres ou cracher dessus, et des fois c'est de la plaisanterie. Alors et là ça s'est bien passé. Il n'avait pas de grief en fait contre moi. C'est plutôt un jeu. Cette photographie a posé un problème au moment de l'exposition au Musée des Arts Décoratifs, parce que le slogan Cuba Si Yankees No était pas acceptable par la municipalité de Lausanne. Donc, dans l'affiche de l'exposition, le Cuba Si Yankees No était caviardé en fait. Ce qui m'a fait rire un peu, parce que finalement, on disait toujours dans les pays communistes, vous avez dû être censuré, enterré, faire des photos dans les pays communistes. Et puis tout d'un coup, c'est à Lausanne que cette censure apparaît. Donc ça m'a fait rigoler. Quand je suis rentré, au fond, j'ai trouvé quand même du boulot ici. Il fallait vivre. Malheureusement, j'avais pas de fortune personnelle. Alors j'ai vu qu'ici la presse, c'était pas tellement mon truc. J'ai trouvé, c'était l'époque des audiovisuels dans les musées. Les musées avaient découvert que avec des carousels Kodak, là, on pouvait faire des multivisions. Et alors, il y a un certain nombre de musées, le musée de l'horlogerie à Chaux-de-Fonds, le musée gruyérien à Bulle, le musée Gothard. Et alors là, j'ai travaillé pour Serge Tcherdine, qui était un concepteur de musée, au fond. Et puis ensuite, j'ai eu un engagement, suite à l'exposition, quand il n'y a plus d'Eldorado, j'ai eu un engagement du CICR qui voulait une exposition sur leur travail en Afrique. Alors j'étais une année en Afrique, les différentes délégations du CICR. L'Afrique, c'était le gros morceau du CICR à cette époque-là. Et j'ai fait une exposition pour eux qui a tourné dans les universités en Suisse, et qui était un peu un point de ralliement
Autour de ces expositions, il y avait des conférences, des délégués, parce que le CICR cherchait des délégués. Ils étaient un peu à court, ils payaient un peu moins bien que Nestlé ou que la Pharma, et ils étaient un peu à court de personnel, alors il fallait qu'ils recrutent, et cette exposition était un peu le hub d'activités liées au recrutement. Et ensuite, j'ai aussi travaillé pour la DDC, la coopération suisse au développement, en Afrique principalement. Et puis j'ai enseigné aussi dans une école privée à Lausanne, l'EPC, école de photographie créative, pouvoir communiquer toujours avec des gens d'une autre génération, plus jeunes. Ça m'a quand même beaucoup apporté, beaucoup nourri. J'ai essayé de faire différemment de ce qu'on m'avait enseigné à Vevey et qui ne m'avait pas tellement convaincu, disons. Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai eu le projet, je connaissais bien l'Amérique latine, pas mal l'Afrique aussi, mais j'avais jamais mis les pieds en Asie, ni en Océanie, et j'ai eu envie de faire le tour du monde, alors je me suis au fond automandaté pour faire un projet où je travaillerais 6 mois par année en voyageant autour du monde, et les 6 mois, c'était les 6 mois d'hiver en Suisse, et les 6 mois d'été, je travaillais ici pour financer ce projet. Je travaillais en enseignant et en ayant des mandats encore pour le CICR et pour différentes organisations. C'était pas facile de passer les douanes avec du film exposé, donc j'ai beaucoup développé dans des chambres d'hôtel, par exemple le projet Around the World, et quand j'étais en Amérique latine, comme photographe itinérant de Prensa Latina, chaque semaine je logeais dans un hôtel un petit peu meilleur que l'hôtel habituel. Il y a un hôtel où il y avait une salle de bain que je pouvais obscurcir pendant la nuit et développer mes films. J'ai fait un livre et une exposition, toujours au musée des arts décoratifs, parce que j'étais peut-être tout au début de... Non, l'Élysée existait déjà, effectivement, à ce moment-là, mais enfin, je suis resté fidèle au musée des arts décoratifs. Je m'entendais bien avec Rosemarie Lipouner, et j'aimais bien les locaux du musée des arts décoratifs, qui était une énorme salle qu'on arrivait un peu comme maintenant le Photo-Élysée, sauf que c'était pas dans un sous-sol, mais enfin oui, c'était dans un sous-sol, mais c'était peut-être plus éclairé que Photo-Élysée, mais comme elle m'avait donné ma chance aussi la première fois, je suis assez fidèle et voilà. Mes photographies, j'ai le même rapport qu'avec des enfants. Pour moi, c'est comme si vous demandez à un père de famille qui a 12 enfants, lequel il préfère. Celles que vous voyez, c'est que j'ai envie de les montrer, voilà. Alors, il y en a des milliers qui ne sont jamais réellement venues. Elles sont à l'état négatif, disons que je les ai vues, moi, dans le viseur au moment où j'ai déclenché, mais c'est pas devenu des photographies, c'est resté des images fantômes, c'est-à-dire des négatifs. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous ravir, là, comme représentant du musée. J'aime pas voir mes images derrière une vitre. Et ça, c'est devenu de plus en plus difficile, disons. Moi, j'ai signé des décharges, par exemple au musée des arts décoratifs, en disant s'il y a une déprédation sur une de mes photos, je la remplace, ça ne vous coûtera rien. Mais c'est devenu vraiment de plus en plus difficile. Et vraiment voir une vitre entre le regard et l'image, je trouve que
c'est pas terrible, quoi. Même alors maintenant, il y a des verres anti-reflets et tout, mais ça crée quand même une certaine distance. Le livre, je trouve que c'est, les techniques d'impression sont devenues quand même meilleures chaque année. En Suisse, on a très très bons imprimeurs, dont Genoux à Lausanne. Et c'est vrai qu'un livre bien fait, bien imprimé, bien mis en page, moi, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir des photos comme ça. Et alors effectivement, les livres photos ne sont pas donnés, hein, mais c'est vrai que c'est plus intime, on peut y revenir. Les textes dans une exposition, il y a quand même une limite, on piétine là debout, on n'est pas prêt à se concentrer pour lire de trop longs textes. Alors, des légendes, ça va, mais pas trop non plus. Alors qu'un livre, effectivement, on peut balancer entre l'image et le texte. Disons que maintenant, oui, je trouve que le livre, s'il est bien réalisé, hein, il faut que la mise en page soit bonne aussi, je trouve que c'est vraiment peut-être le support peut-être que je préfère. Quand j'avais 20 ans ou 25 ans, quand je suis parti à Cuba, je pensais que la photographie pouvait changer le monde. Bon, maintenant, à l'aube de mes 87 ans, je ne suis plus persuadé, en fait. Mais c'est quand même un moyen de communication et c'est peut-être un petit grain de sable qu'on met dans la connaissance du monde. Mais alors effectivement, il y a des photographies, on parle toujours de cette photographie emblématique, de cette petite fille au Vietnam, ou même avant ça, des photographies, je ne me rappelle plus le nom du photographe, est-ce que c'est Lewis, qui a photographié des enfants qui travaillaient aux États-Unis, vraiment des enfants, hein. Et ça aurait, paraît-il, influencé quand même des décisions pour interdire le travail au moins de 16 ans, au moins de 18 ans. Il y a probablement des photographies, effectivement, qui ont déclenché des réflexes chez les gens, ça, certainement. Alors, je ne sais pas, moi, dans mon cas, si j'ai pu semer les petites graines dans la tête des gens, hein. J'en sais rien, j'espère, mais voilà. J'ai aussi fait quelques photos de paysages, mais effectivement, je me suis intéressé aux gens. Ça a commencé à Cuba, puis ça a continué en Amérique latine avec le CICR. Oui, pour moi, c'est plus intéressant. Mais j'ai pas fait de portraits très serrés et portraits, hein. J'ai photographié les gens en général dans leur environnement, avec leurs activités. Et j'ai recherché quand même le contact avec les gens. Mais la plupart des gens, malheureusement, c'est vrai que vous les photographiez et puis le lendemain, vous photographiez quelqu'un d'autre parce que vous êtes de passage. Les contacts plus profonds, j'ai essayé alors plutôt dans l'enseignement avec des élèves, des étudiants que vous voyez chaque jour pendant des mois et des mois. Alors là, effectivement, il y a des contacts qui sont plus profonds. Mais bon, il y a des exceptions. Mais en général, c'est quand même un métier où vous êtes de passage dans la vie des gens, vous essayez d'être le plus près possible d'eux pendant un moment, vous vous intéressez à eux pendant un moment, mais voilà, après, ils continuent leur vie et vous continuez la vôtre. Les autoportraits, c'était pour finir des films, quand il reste plus que 2 ou 3 images et qu'on doit développer le film, tac, tac.
Je trouve intéressant l'anecdote sur l'autoportrait, effectivement, que c'est pour finir la pellicule, alors Souvent, que oui. Nous, en tant que musée, on va donner beaucoup de valeur à ces photographies. Ces photos, oui, bon, ben, elles peuvent être intéressantes. Je suis locataire de cet appartement depuis ma naissance. Enfin, mes parents ont emménagé ici au moment de la construction après la construction de la maison. Je crois que c'était dans les années 30. Et moi, je suis né en 36 dans la clinique, juste à côté, la clinique Montchoisy. Et je pense qu'à l'âge d'une semaine, je vivais là déjà dans cet appartement. Effectivement, tout mon travail, toutes mes archives sont là, oui. J'ai fait un projet pour le musée de l'Élysée sur les lettres de lecteurs de 24 heures, c'était un de Favreau. Pendant une année, j'ai lu toutes les lettres de lecteurs que publie 24 heures. Il n'y avait que l'édition papier à ce moment-là. Hein. Et ça me semblait intéressant de voir un peu la préoccupation de la population suisse à travers ces lettres de lecteurs. Alors j'en ai sélectionné une cinquantaine. J'ai pris contact avec leurs auteurs et je les ai photographiés. Alors j'ai installé un petit studio là-dedans aussi, qui est ma chambre à coucher. J'ai installé un studio avec une caméra 4.5, c'était le temps de la photographie argentique. Et l'exposition au musée de l'Élysée qui s'appelle, je crois, « Bonjour Monsieur le rédacteur » ou « Monsieur le rédacteur ». C'est une photo de la lettre, un facsimilé de la lettre et le portrait de son auteur. Charles-Henri Favreau, je l'ai connu avant le musée de l'Élysée, mais quand il a décidé de créer ce musée de l'Élysée, comme en plus j'habite à quelques centaines de mètres du musée, je l'ai vu, ainsi que ses collaborateurs, Daniel Girardin, Philippe Lamblay. Je les ai vus pendant, au fond, la gestation et la création du musée. Et on se voyait assez souvent. J'ai rencontré, René Burri, je l'avais connu à La Havane, on s'est revus au musée de l'Élysée. Robert Frank aussi, je l'avais connu ailleurs, mais on s'est rencontré à l'Élysée. Mais peut-être si le souvenir de l'Élysée qui est le plus fort dans ma tête, c'est quand même lié aux Nuits de la photo, qui était un événement qui avait lieu au mois de juin, à mi-juin, comme ça, dans lequel tout le parc autour du musée était transformé en une grande foire de la photo, avec des projections, je me souviens même des projections sur le terrain de football du collège de l'Élysée, attenant au musée. Et c'était très très festif, et je me rappelle que ces nuits de la photo, c'était quand même quelque chose dans la vie culturelle lausannoise. Maintenant, j'ai un projet qui est plutôt, alors, quand même de revenir sur mes archives et de choisir une cinquantaine de photographies qui illustre au fond mon parcours depuis ma première photographie à Cuba jusqu'au peut-être mon dernier travail là à Lausanne sur la multiculturalité. J'ai fait deux livres sur la multiculturalité à Lausanne et mon projet, ça serait effectivement de choisir une cinquantaine de photos entre Cuba et Lausanne, avec les étapes intermédiaires, l'Amérique latine, l'Afrique, le tour du monde, et de d'écrire un petit texte sur chaque photo, au fond, en regardant ces photos aujourd'hui, d'essayer de faire un petit commentaire sur cette image.
Mais c'est effectivement un projet compatible avec l'énergie qui reste à un mec de 87 ans qui a plus l'illusion de pouvoir se pendre 2 appareils autour du cou, être sauté dans un avion et d'aller crapahuter à Bombay ou dans les forêts d'Amérique latine. Pour moi, le présent, et j'ai toujours voulu exposer, éditer ce que j'avais envie de montrer. Si on pensait, je pense pas du tout à un après. Alors, honnêtement, c'est pas une question que je me pose. Je vis vraiment très, très au présent. Je sais que maintenant le présent se rétrécit et voilà, et qu'il y a effectivement un peu une accélération du temps, qui reste plus beaucoup de temps. Et je suis heureux et reconnaissant que mon travail trouve un port d'attache quelque part à l'Élysée, donc il me semble vraiment logique aussi, du fait de ma relation ancienne avec le créateur de ce musée, le fait que j'ai passé beaucoup de bons moments aussi à ce musée. Ça me semble vraiment l'endroit le plus naturel pour que ce qui me survivra trouve un toit.